que les présidents sénégalais et ivoiriens avaient la latitude de mettre en avant les intérêts économiques de leurs pays respectifs pour ne pas suivre la cadence au niveau de la CEDEAO? On verra ce que le président Macky Sall va faire en tant que président de l'Union africaine. Au Soudan, il y a une junte militaire qui a fait un coup d'État. Hier, il y a eu 7 Soudanais qui ont été tués. Chaque jour, pratiquement, pendant chaque semaine, pratiquement, et chaque jour, il y a au moins un mort au Soudan. En tant que président de l'Union africaine, quelle véritablement mesure prendra-t-il pour aller dans le sens de faire reculer justement le général Burhan et dans d'autres pays véritablement en Afrique qui connaissent des coups d'État? Je crois bien qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation sécuritaire aujourd'hui au Mali, qui peut tendre ses tentacules dans pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il faut rappeler que le Sénégal est le seul pays véritablement de la CEDEAO, quelque part, qui n'a pas été touché par véritablement des attaques terroristes. Donc je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse nous dire que le Mali, autant le Sénégal, autant les autres pays de l'Afrique de l'Ouest doivent avoir d'autres considérations, je crois bien supranationales, et pour aller dans le sens de se dire, oui, l'intégrité territoriale, intégrité nationale, mais quand même, nous partageons le même espace communautaire. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on se dise qu'il ne faudrait pas créer le chaos au Mali, parce que si véritablement les sanctions perdurent, si les Maliens tirent la langue, si les Maliens ne parviennent pas à recevoir le salaire, à manger à leur faim, à régler leurs problèmes, mais ça peut dégénérer. Et quand ça dégénère, ça peut véritablement avoir des dégâts collatéraux qui peuvent toucher véritablement les autres pays de la CEDEAO. Finalement, le dialogue auquel appelle la junte militaire est tout aussi profitable au Mali qu'au Sénégal. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, le dialogue est profitable je peux dire que pour tous les pays de la CEDEAO, mais en particulier le Sénégal, parce qu'il faut voir la position peut-être du Mali. Alors, je pense que M. Mou l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a, par rapport à la crise économique, la fermeture, il y a d'abord ce qu'on appelle la suspension des opérations interbancaires. Mais cela, c'est un arrêt, ça provoque un arrêt de l'investissement pour le cas du Mali. Mais cela aussi bloque les transferts venant du Mali vers le Sénégal. Oui. Donc, voyez, et donc, imaginez ou bien mesurez peut-être les migrants qui sont dans les territoires maliens, qui sont des Sénégalais. Donc, cela bloque en quelque partie les transferts venant de cette région. Et on sait que, donc, si vous regardez aussi le profil de notre économie, donc, une bonne partie de l'économie est nourrie par ces transferts venant de l'extérieur. Donc, très proche du Mali. Donc, cela, je pense que le dialogue est incontournable pour trouver une sortie de crise. Je pense que l'embargo, ça n'a jamais été une stratégie dans une union. Ça n'a jamais été une stratégie efficace dans une union. Et donc, bientôt, vous allez voir peut-être les conséquences du côté du Sénégal, n'est-ce pas? Est-ce que les conséquences n'ont pas démarré? Même si, pour le moment, du côté du secteur informel, on n'entend pas pour le moment une augmentation des prix de certains produits. Le Sénégal dépend beaucoup du Mali en termes d'approvisionnement de bétail. Peut-être d'ici quelques jours, on entendra quelques grincements de dents. Effectivement, je pense que là aussi, il faut quand même le reconnaître. Le Mali, quand même, c'est pas un pays qui exporte uniquement, mais c'est un pays aussi, c'est pas un pays qui importe uniquement. Le Mali est considéré comme aussi l'un des grands pays dans notre zone, producteur du coton, mais aussi de l'or. Je pense qu'il faut quand même voir d'ici ou bien les conséquences ont déjà démarré, vous avez dit, avec le bétail et autres. Donc, il y aura aussi des conséquences terribles ici au Sénégal. Je pense qu'il est, vu peut-être la position diplomatique de l'État du Sénégal, je pense qu'il est important quand même de trouver des solutions à la sortie de cette crise. Parce que non seulement du côté de l'emploi, de la production, ça va impacter l'économie sénégalaise. Parce que par rapport à la position géographique du Mali, comparé à notre pays, on ne peut pas quand même sortir de cette crise économique. Et je pense que les dirigeants quand même au niveau de la CEDEAO pouvaient quand même un peu apporter, essayer quand même de voir peut-être comment, même s'il faut sanctionner, mais voir est-ce que cette stratégie est une bonne chose. Parce que aussi, je pense que le peuple malien a été frustré en quelque sorte par une présence d'armées étrangères depuis combien de temps? Donc, et là, vous avez vu, la junte a eu le soutien le plus fort, c'est le soutien du peuple. Donc, je vous dis que les autorités maliennes ne sont pas prêtes à reculer. Donc, je pense qu'il faut lever le pied, peut-être trouver un autre type de sanction. Mais ils ne pourront pas également continuer à s'entêter dans la mesure où on leur a tout fermé. Et vous venez même de parler de ces sanctions qui concernent les sanctions financières. Et donc, je ne pense pas que c'est de leur intérêt de continuer également à s'entêter, d'où la brèche ouverte pour le dialogue. Effectivement, je pense que le dialogue est évident sur les deux côtés. Alors, vous avez vu, au lendemain de la crise, le Mali a essayé de lever des fonds sur le marché
projet de l'UEMOA, mais ça n'a pas abouti. Parce que donc cela bloque un financement, cela bloque quand même un arrêt de l'investissement qui va créer aussi qui va conduire vers la récession économique. Et certains économistes même disent que d'ici quelques semaines, peut-être que le Mali ne pourra pas payer les salaires. Effectivement, je pense qu'en termes, parce que s'il n'y a pas d'activité économique, il n'y aura pas quand même de collecte d'impôts. Et cela va constituer à détériorer le budget. Donc, et la difficulté principale, vous l'avez dit, il y aura l'incapacité de l'État à payer les salaires. Et cela va être un prolongement de la crise malienne vers les pays frontaliers. Ça, je pense que le Sénégal ne peut pas quand même sortir de cette crise économique. Même si peut-être du point de vue diplomatique de l'État du Sénégal, on est dans la masse avec le CEDEAO, mais il faut tirer les conséquences de façon individuelle par rapport à la position géographique. Est-ce que le Sénégal peut se le permettre? Une position individuelle dans la mesure où Mbow vient de le rappeler, le chef de l'État va présider d'ici quelques semaines ou quelques mois au destiné de l'Union africaine. Est-ce que le Sénégal, qui a pris part à ce sommet, peut faire cavalier seul? Bon, je pense que ce sera difficile pour le Sénégal de faire... Malgré que les conséquences économiques soient lourdes. De faire cavalier seul. Mais le Sénégal, quand même, par rapport à son leadership, peut orienter les sanctions de notre côté. Je pense que quand même, comme vous l'avez dit, le président Sall prétend peut-être à être au devant de la scène sur le plan diplomatique. Donc je pense que son leadership quand même peut lui permettre, dans la masse au sein de la CEDEAO, d'orienter les sanctions autres que l'embargo. Parce que l'embargo, en premier lieu, frappe l'économie sénégalaise avant d'aller vers les autres pays. Voilà, un mot, je parlais du secteur informel qui n'est pas pour le moment très touché, mais... voilà, il faudrait s'y attendre d'ici quelques jours. Oui, mais il y aura forcément rupture de stock. S'il n'y a ni importation ni exportation entre le Mali et le Sénégal, à un moment donné, il y aura forcément rupture de stock. Vous allez véritablement chez nos frères et sœurs maliens qui sont véritablement établis dans certains grands marchés de Dakar, vous verrez qu'effectivement que ces frères et sœurs maliens sont en train véritablement de vivre véritablement les affres de la fermeture des frontières aériennes et terrestre entre le Mali et les autres pays de la CEDEAO. Maintenant, les Sénégalais résidents au Mali, effectivement, vont également sentir les contre-coups, justement, de cet embargo-là. Mais je crois bien qu'il faut quand même que nous, Africains, de manière générale, et Africains de l'Ouest en particulier, et par rapport justement à ces sanctions, puissions véritablement regarder, écouter pour entendre véritablement le déroulé des faits. Je crois bien qu'aujourd'hui, il est arrivé un moment où le président Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ne parlaient que de la présence de la France au Mali. Aujourd'hui, le discours a évolué. Ils disent la France et l'Union européenne. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il y a véritablement quelque chose qui est sous-entendu véritablement dans l'oralité du discours, mais dans l'écrit également du discours. Donc, il faut quand même que l'on puisse revenir. Vous voulez dire que dans le commun vouloir de partir ensemble, il faut quelque part préserver ses intérêts, non, les intérêts Africains, de son pays. Nous, Africains, oui, nous devons préserver nos intérêts. Il ne faut pas accepter que l'Afrique de l'Ouest devienne le terrain de la guerre froide entre les puissances occidentales. Et au sein de la CEDEAO, dans ce commun vouloir de partir ensemble, est-ce que certains chefs d'État peuvent mettre l'objectif sur les intérêts de leur pays et ne pas suivre comme ça, comme des brebis? Nous devons penser aujourd'hui, compte tenu des enjeux géoéconomiques, géostratégiques, nous devons penser de manière beaucoup plus globale. Nous devons avoir une pensée sous-régionale, une pensée régionale. Aujourd'hui, on parle dans les différentes véritablement zones sous-régionales, en Afrique, autant la CEDEAO, autant la CEMAC, etc. Aujourd'hui, on parle de zones de libre-échange économique en Afrique avec la ZLECAf. Donc aujourd'hui, nous devons penser véritablement à ne pas véritablement écorner l'image économique véritablement d'un pays frère, membre de la communauté. Nous devons essayer d'appuyer ces pays frères pour lui permettre de pouvoir sortir de cette crise. Et la crise, elle est autant économique aujourd'hui, elle est autant sécuritaire, elle est autant diplomatique. Donc je crois bien que les conséquences aujourd'hui au Mali, c'est des conséquences assez hybrides. C'est des conséquences en tout cas arc-en-ciel du point de vue de l'approche économique et sociale, du point de vue de l'approche sécuritaire. Si véritablement nous voulons lutter contre le djihadisme, la CEDEAO n'allait jamais dire que nous avons une armée en positionnement prêt à entrer véritablement au Mali, non sans tenir véritablement compte des conséquences néfastes que cela pourrait engendrer. Parce que
autant le colonel Assimi Goïta l'a dit, autant Choguel Maïga l'a dit, véritablement l'armée malienne ripostera. L'armée malienne véritablement défendra l'intégrité territoriale de son pays. Et je crois bien que ça, regardez toutes les lois nationales, supranationales, internationales, mais tout pays a le droit véritablement de défendre son intégrité territoriale. L'Ukraine qui a été menacée. Mais c'est en cela qu'on attend la junte militaire également, quelque part. Défendre l'intégrité territoriale du Mali et ne pas rester au pouvoir pour 4 ans, 5 ans. Écoutez, je crois bien qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'en Afrique, nous devons aller dans le sens de lutter contre les coups d'État militaires. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, nous devons aller dans le sens de lutter également contre les coups d'État constitutionnel. Et nous parlons de protocole additionnel véritablement de la CEDEAO. On ne peut pas aujourd'hui modifier véritablement les jeux électoraux à 6 mois du scrutin, mais nous devons aller dans le sens d'adopter et véritablement de faire, de faire d'autres textes beaucoup plus qui répondent justement aux normes aujourd'hui, aux normes actuelles. Aujourd'hui, on devrait avoir une clause un protocole frappé de la clause d'éternité par rapport justement à la limitation des mandats pour stabiliser notre sous-région. Aujourd'hui, les crises politiques aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, principalement, sont des crises politiques. Parce qu'en réalité, il y a un président aussi, on ne le dit pas, la jeune, on parle de 5 ans, mais il y a des présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir en modifiant leur constitution, en véritablement violant toutes les lois et règlements de leur pays, en véritablement forçant une 3e candidature, et alors que les constitutions de leur pays le leur interdisent. Pourquoi on ne fait pas le focus, on ne met pas le focus sur ces présidents-là? Pourquoi la France et l'Union européenne, pourquoi l'ONU ne dénonce jamais véritablement le fait que des présidents en Afrique veuillent tout le temps modifier leur constitution et briguer un troisième mandat. Je crois bien qu'aujourd'hui, les problèmes sont assez énormes. Il ne faudrait pas regarder le Mali et la junte malienne avec un angle de 90 degrés et nous dire que nous sommes dans des États véritablement qui répondent aux normes républicaines du terme par rapport à l'approche de la démocratie. Que nenni. Je crois bien que le Mali, j'ai l'exemple, j'ai l'habitude de le dire, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a montré véritablement le point de départ depuis 30 ans à ce qui s'est passé entre 2010 et 2011 au niveau du Maghreb. Parce qu'il y a eu la révolution en Haute-Volta avec Thomas Sankara. Il y a eu la révolution au Mali pour véritablement faire partir Moussa Traoré qui était arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Il y a eu une transition qui s'est déroulée au Mali entre le défunt président ATT et le président Alpha Oumar Konaré. Donc je crois bien qu'on ne peut pas mettre tout cela dans la poubelle. La Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara a connu des coups d'État, autant militaires, autant constitutionnels. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous dire non, nous devons nous asseoir, nous devons mieux réfléchir, nous devons trouver véritablement les solutions aujourd'hui qui répondent à la géopolitique mondiale pour ne pas véritablement fragiliser véritablement l'approche sécuritaire en Afrique de l'Est. Nous sommes dans une ceinture de feu. Au Tchad, attaque djihadiste. Au Burkina, attaque djihadiste. Au Niger, attaque djihadiste. Au Burkina, attaque djihadiste, etc., etc. Même la Côte d'Ivoire a été touchée avec l'attaque au Grand Bassam. Donc, nous devons faire attention. Nous devons véritablement nous dire que les présidents doivent dire que nous devons écouter aujourd'hui le cri de cœur du peuple de la CEDEAO. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, véritablement, il y a libre circulation, certes, des biens et des personnes, mais le peuple de la CEDEAO est beaucoup plus intégré, je dis bien, que les présidents qui se succèdent à la tête de leur pays. La CEDEAO est considérée souvent comme un petit machin des présidents, souvent c'est comme un syndicat de différents chefs d'État, mais nous devons aller dans le sens d'asseoir les bases diplomatiques, sécuritaires, économiques et sociales, véritablement d'une CEDEAO beaucoup plus apaisée, mais d'une CEDEAO beaucoup plus entreprenante en matière véritablement de diplomatie. Nous ne devons pas accepter que d'autres pays viennent nous donner des leçons de démocratie. Nous ne devons pas accepter que d'autres pays viennent nous donner des leçons en matière véritablement d'approche économique. Comment renflouer les caisses d'État, comment faire ceci, comment faire cela. Mais depuis le temps que nous pratiquons tout cela sur le plan économique, nous devons être en mesure de trouver les meilleures solutions pour notre sous-région. Mais si nous laissons aujourd'hui le Mali dans cette situation avec la fermeture de toutes les frontières, si nous voulons véritablement assoiffer le Mali, si nous voulons véritablement créer la au Mali, il faut continuer dans ce sens-là, mais certainement
Et malheureusement, nous allons vivre les contre-coups véritablement de ces décisions qui sont des décisions impopulaires. Alors, M. Sène, est-ce que ces conséquences néfastes peuvent impacter la relance économique au Sénégal? Je pense que M. Mo vient de le dire. Si vous regardez peut-être l'environnement économique mondial, on ne parle plus de mondialisation, mais de globalisation. Il faut se mettre en bloc. Et je pense que cette dynamique a fait qu'on a pu donner naissance à ce qu'on appelle la ZLECA. Mais cette crise économique...